C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir sous cette coupole pour la première remise du prix Art numérique Fondation Étrillard Académie des Beaux-Arts. Ce prix a été créé au début de l'année 2025 à l'initiative de Gilles Étrillard, président de la Fondation, qui a soumis le projet à notre secrétaire perpétuel Laurent Petit-Gérard. Ce dernier l'a accueilli avec enthousiasme. Encourager et célébrer un art non encore représenté dans l'une des sections artistiques de l'Académie représentait en effet une perspective particulièrement stimulante, car l'art numérique infuse naturellement l'ensemble des catégories esthétiques, les arts plastiques, la musique, l'architecture, le cinéma, les faisant constamment dialoguer par une approche novatrice. Au croisement des arts, l'art numérique se situe aussi en dialogue constant avec l'univers scientifique et la technologie. Ce nouveau prix a donc représenté également une opportunité d'échange passionnant avec notre voisine, l'Académie des sciences, représentée au sein du jury par notre confrère physicien Patrick Flandrin. L'art numérique met en œuvre des imaginaires puissants, à la fois personnels, collectifs et en mouvement perpétuel. Il est en cela proche de la vie. Il se révèle aussi être un vecteur important de diffusion de la culture au plus grand nombre. Pour toutes ces raisons, nous sommes reconnaissants à la Fondation Étrillard et à son président, que je remercie donc officiellement au nom de l'Académie des Beaux-Arts et auquel je passe la parole. Mesdames, Messieurs, la Fondation Étrillard s'est donnée depuis déjà 10 ans la belle mission de mettre, à son échelle, en écho, en harmonie, la tradition culturelle européenne et les arts techniques, artistes et artisans contemporains. Bien sûr, une fondation est faite pour donner. Donner pour découvrir, révéler, encourager tous ceux qui veulent entrer et développer cette mission, notre mission. Étant une fondation exclusivement dotée par ma famille, nous n'avons aucune dépendance envers quiconque et ne faisons rien d'autre que remplir notre mission avec une discrétion et une rigueur suisse et un enthousiasme français. J'ai conscience d'être ce soir particulièrement honoré, jusqu'à en être ému, de m'adresser à une telle assemblée, à vous, et d'avoir le privilège d'évoquer les talents d'artistes contemporains sous une coupole particulière, puisque Levaux d'abord, puis François Dorbet, conçurent et bâtirent une coupole ronde à l'extérieur et ovale à l'intérieur. Il me paraît que cette prouesse nous a guidés, Monsieur le secrétaire perpétuel Laurent Petit-Gérard et sa formidable équipe que je remercie, le jury et ses personnalités éminentes, et la Fondation. Voici que nous voulons récompenser chaque année une œuvre numérique récente entrant en dialogue et résonance avec les disciplines représentées à l'Académie des Beaux-Arts. Et le but premier du prix est bien d'introduire cette discipline qui n'est pas si nouvelle, puisqu'on la date des années 70, 1970, ici, à l'Académie, et d'y associer vidéo, net art, réalité virtuelle, réalité augmentée et intelligence artificielle. De février à avril 2025, notre appel à candidature a été ouvert à tous les artistes résidant en Europe. Il a recueilli 429 candidatures de 49 nationalités et de 28 pays de résidence différents. Les membres du jury mixte, Académie et experts en numérique, sont Madame Valérie Belin, photographe et artiste plasticienne, membre de l'Académie des Beaux-Arts, Monsieur Patrick Flandrin, physicien éminent et membre de l'Académie des sciences, Monsieur Philippe Bettinelli,
conservateur au service Nouveaux Médias du Centre Pompidou, M. Jean-Marie Dallet, artiste numérique et professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, M. Alain Fleischer, artiste et ancien directeur du Frénois Studio national des arts contemporains, Madame Sabine Immelsbach, je demande tout de suite un peu de compassion pour moi quand je prononcerai des noms allemands ou hollandais. Madame Sabine Immelsbach, directrice de la Haus der elektronischen Künste à Bâle, et Madame Margit Rosen, responsable des collections, des archives et de la recherche au ZKM, Zentrum für Kunst und Medien à Karlsruhe. Après une présélection de 21 dossiers effectués par l'Académie et la Fondation, le 10 juillet a eu lieu la délibération avec le jury qui a choisi 3 finalistes. Chacune de leurs 3 œuvres a été remarquée par le jury pour son originalité. Elles sont très abouties, à la fois dans leur concept et leur réalisation artistique. Elles interrogent autant notre société, et notamment les conséquences de l'évolution rapide et formidable par instant, de la neuroscience, de l'exploration spatiale et de l'intelligence artificielle. Tant cette société est interrogée par ces œuvres que l'histoire de l'art, car on peut distinguer, trouver dans ces œuvres le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie et le cinéma. 3 œuvres très différentes les unes des autres dans leur forme, très complémentaires, qui créent des œuvres à partir de données scientifiques, mathématiques et culturelles. La première œuvre est celle de Madame Justine Aymard. Et je vous propose de regarder la vidéo. Madame Justine Aymard, qui a dû soigner sa santé aux dépens de sa présence ici ce soir, santé que nous lui souhaitons évidemment être restaurée le plus vite possible, est une artiste française qui explore les nouvelles relations qui s'instaurent entre nos existences et la technologie, en associant les différents médiums de l'image, de la photographie à la vidéo et à la réalité virtuelle. Elle situe son travail au croisement entre les neurosciences, les objets, la vie organique et l'intelligence artificielle. Ces dispositifs prennent pour point de départ des expériences de deep learning et de dialogue entre l'humain et la machine. Elle a été lauréate de plusieurs résidences, notamment en Allemagne, aux États-Unis et au Japon. Elle est artiste professeure invitée au Frénois, Studio national des arts contemporains entre 2021 et 2024. Elle est notamment directrice artistique de l'exposition permanente du Pavillon de la France à l'exposition universelle d'Osaka en 2025, qui vient de s'achever. L'installation que vous avez vue, intitulée Hyperphantasia, des origines de l'image, combine l'art préhistorique, les technologies modernes et le rêve spatial. Il s'agit d'une grande projection vidéo murale dont les images proviennent des peintures de la grotte Chauvet. L'artiste a collaboré avec l'archéologue Jean-Michel Jonest et a eu accès à la base de données scientifiques de l'espace souterrain. Grâce aux neurosciences, les données des peintures pariétales ont été analysées et transformées en nouvelles images générées par l'intelligence artificielle.
un fil narratif se dessine sur la paroi, des premières traces de griffes animales aux représentations d'animaux gravés et dessinés. La projection est accompagnée de sons, des bruits de neurones enregistrés lors d'une opération cérébrale qui rappelle le crépitement du feu de la grotte. L'œuvre relie enfin le territoire souterrain de la grotte à l'espace sous l'angle du rêve spatial. Des sculptures ont été modélisées, imprimées en 3D à partir des signaux émis lors de 23 rêves d'astronautes recueillis lors d'une étude du sommeil dans l'espace. Hyperphantasia fusionne donc l'archéologie, les neurosciences, l'exploration spatiale et la production d'images numériques, en proposant d'étudier la connexion entre les origines du langage pictural humain et sa transformation continue à travers les nouvelles technologies. Cette œuvre a été produite par le Fresnoy, Studio national des arts contemporains, et elle est le fruit d'une résidence de l'Observatoire de l'espace, laboratoire culturel du CNES, et a bénéficié du soutien du ministère de la Culture français. Le jury a insisté pour que vous soit communiqué le fait qu'il a trouvé dans cette œuvre des thèmes centraux du prix. Je crois que, et le jury croit, que Madame Justine Aymar est l'une des artistes les plus remarquables de sa génération. Donc le jury tenait à saluer un très beau travail qui relie art et science, hommes et femmes et machines, technologie et poésie. Deuxième finaliste, Monsieur Jonas Lund, que je salue. Je salue également sa compagne et son petit-fils qui nous fait l'honneur de gazouiller pendant cette cérémonie. Né en 1984, Jonas Lund est un artiste suédois qui crée des œuvres, peintures, sculptures, photographies, sites web, performances, portant un regard critique sur les systèmes en réseau et les structures de pouvoir contemporains. Il conçoit des œuvres performatives qui nécessitent souvent la participation du spectateur et où les tâches sont exécutées selon des algorithmes ou un ensemble de règles. Il explore ainsi les questions soulevées par la numérisation croissante de notre société. Jonas est titulaire d'un master du Piet-Zwart Institute de Rotterdam en 2013, d'un BFA de la Gerrit Rietveld Academy d'Amsterdam en 2009. Il a présenté des expositions individuelles au Francisco Carolinum, à Linz, à la Photographers Gallery à Londres, à la Koenig Gallery à Berlin, à la Steve Turner à Los Angeles. Il a participé à de nombreuses expositions collectives, notamment au Centre Pompidou, au Schinkel Pavillon de Berlin et au ZKM de Karlsruhe. Most Valuable Painting. Nous allons regarder l'œuvre de Jonas. Most Valuable Painting se compose de 512 peintures numériques individuelles qui se transforment en fonction de leur réception par le public jusqu'à ce qu'elles soient achetées. Au départ, chacune d'entre elles est créée à partir d'un code utilisant un ADN numérique spécial, une courte chaîne de code. Les utilisateurs en ligne interagissent alors avec elles par le clic, le like, le défilement des images et ultimement par leur achat.
Chaque peinture obtient ensuite un score basé sur l'attention qu'elle suscite du public. Après un certain temps, le système crée une nouvelle génération. À la manière de la sélection naturelle, les peintures les plus populaires survivent et transmettent leurs caractéristiques à la génération suivante. Couleur, composition, style. Les moins populaires sont modifiées, fusionnées ou remplacées par de nouvelles. Et ce processus se répète, génération après génération. Lorsqu'une personne en achète une, elle devient un NFT, fait partie intégrante de l'ADN des futures peintures. Le processus se poursuit jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une, son apogée en quelque sorte, la Most Valuable Painting. Ce dernier tableau vendu devient l'incarnation ultime de nos préférences visuelles communes à tous. À travers cette expérimentation artistique qu'on pourrait qualifier de darwinienne, c'est une œuvre critique qui met en lumière la signification de la valeur dans le monde de l'art, un monde marchand, mais qui reste intrinsèquement subjectif. L'œuvre établit un dialogue entre la peinture traditionnelle, plutôt abstraite, et l'art numérique, en repensant la toile comme un système évolutif. Le geste solitaire de la peinture devient ici un processus de création collectif. L'œuvre a été montrée à différents stades de son évolution, à Miami, Londres et Linz, en Autriche. Le dernier finaliste est M. Thomas Markusson, que je salue. Thomas Markusson est un artiste suédois qui travaille aujourd'hui entre l'Australie et l'Europe. Il étudie les liens entre la théorie scientifique et la culture contemporaine, en combinant la technologie avec des formes d'art plus traditionnelles telles que la sculpture, la vidéo et les installations. Après avoir étudié les mathématiques à Göteborg, il a obtenu une licence en art à l'Université de technologie de Sydney. Thomas Markusson a reçu divers prix et distinctions et ses œuvres ont été exposées au Powerhouse File de Sao Paulo, à la galerie I-Beam à New York, à la Science Gallery à Melbourne, au Museum à Ontario, à Beaux Arts à Londres, au SIGGRAPH à Sydney, au NTAA à Gand, à Nordart à Hambourg et à Experimenta en Australie. Il a participé à plusieurs résidences d'artistes internationales, notamment à la Cité internationale des arts à Paris. L'œuvre finaliste, AI Ball, est une installation cinétique composée de, vous l'avez vu, 4 billes métalliques qui se déplacent sur une surface blanche entre 2 paires de microprocesseurs. Ces microprocesseurs sont en concurrence permanente. Ils résolvent alternativement des problèmes mathématiques. Quand l'un d'eux résout un problème, une des billes dérive lentement vers lui. Mais dès que le processeur concurrent résout un autre problème, alors la direction de la bille change et l'autre processeur l'emporte et prend le relais. Les billes laissent des traces sur la surface, infimes,
elles ne sont pas immédiatement visibles, mais au fil du temps, elles permettent une subtile mesure de la compétition entre les processeurs. Toutes ces interactions illustrent la compétition incessante entre les grands modèles de l'intelligence artificielle, voire les rivalités entre les entreprises et les nations qui se battent pour dominer son développement. Mais à un autre niveau, on peut aussi y voir un écho avec l'histoire de l'art cinétique, de Vasarely à Tinguely. Finalement, AI Ball approche de manière assez ironique la relation entre l'homme et la machine dans une esthétique minimaliste, mais poétique. Cette pièce a été exposée à Gand, en Belgique, à la Biennale NTAA, dont le thème était « L'intelligence est automatique », avec pour commissaire Thierry Dufresne. Le jury a insisté sur la brillante illustration du dialogue homme-machine, pleine d'humour et d'ironie. Et notre artiste associe de manière convaincante des références esthétiques et la critique des médias à une analyse contemporaine du discours sur l'intelligence artificielle. Nous sommes très heureux d'avoir pu sélectionner comme finaliste Thomas Markusson. Voici que se termine la présentation des 3 finalistes. J'appelle maintenant M. Jonas Lund pour lui remettre le prix des arts numériques de l'Académie des Beaux-Arts et de la Fondation Étrillard, puisqu'il en est le vainqueur. I was instructed to wait to talk until the photographer was ready, but I think I will start talking. I mean, first of all, I would like to say thank you to Fondation Étrillard and to the Académie des Beaux-Arts. It's a great, great honor to receive this prize, really and truly. And I absolutely did not think that I would win this. But already to be nominated is a fantastic honor. I was asked to prepare a small little talk about my practice and about the work, and I will do that. And I will try to speak slowly for the people who don't speak English so well. Although it's hard for me to speak slowly because I usually speak very quickly. But I will do my best. That was a good pause. I have been making work in the similar field for around 15 years now. And I think of myself, I position my artistic practice as a sort of, I think of myself as the anti-tech bro. If you think of the tech bro who lives in San Francisco, in Silicon Valley, someone like Mark Zuckerberg or Sam Altman, I think of myself as the opposite. They move fast and break things, do not care at all about the consequences of their technology, whereas I move fast and fix things or point at things or make things visible. Such as like what happens when you addict a population to dopamine hits through small telephones that try to give you what you want, feed you, make you completely obsessed with this machine. What does it do to society? Like what happens when we're all stuck in algorithmic feedback loops, fed information that we want? And what does that do, right, to society? Or what happens when Sam Altman releases ChatGPT and then changes the world in like a couple of months? Right? I think OpenAI with ChatGPT got up to 800 million users in the last 2 years. Right? And the #1 use case of large language models and AI today is companionship. What does that do to society? Right? So I think I address many different aspects of our culture and our society, but particularly I think of myself as a sort of antidote to this Californian ideology of just extraction and growth at all costs. So coming to connecting this to MVP, which is the most valuable painting, it's borrowing some of the similar mechanisms as what Mark Zuckerberg uses when he designs the Instagram feed, the algorithm.
but then uses them for something else, something more collective, something less individual, something less doom scrolly and more sort of curious in a way. So the challenge with MVP is to reach consensus in regards to decisions of abstraction, which I've looked into quite a lot in my work, and I find it super interesting to consider value production in the art world and at large. How does one reach consensus? Is there a consensus? Why do some work become very successful and others not? And how does this network effect actually work, right? So I think MVP tries to make that very visible and quite transparent in how it reveals the decision-making in what informs sort of the choice. So, and I think that's quite an interesting experience, and it's not at all like scrolling Instagram, I would say. I'm going to see if I should connect it to something more. I think that's quite it, actually. But I was asked that I could talk for quite a while, but I think I will leave it at that for now. And just end with saying deep, deep thank you to the Fondation Etria and to l'Institut de France and l'Institut de Beaux-Arts for this great honor. Thank you. Un mot sur notre lauréat. Vous l'avez compris, c'est un projet très important d'un artiste de visibilité internationale dans le champ de l'art numérique. Pour cette première édition du prix, il est apparu au jury très important de récompenser une œuvre qui invite à une réflexion sur la nature elle-même de l'art numérique et des processus qui sous-tendent sa création. Au-delà de sa belle efficacité formelle, de son lien avec la peinture abstraite, le jury m'a demandé de vous dire qu'il était séduit par l'intelligence de l'œuvre de Jonas Lund et sa production, dont le concept se rapproche d'une commande du public. Nous sommes ici dans une magnifique immeuble commandé, autrefois pas par le public. Ce que souligne l'œuvre de Jonas, c'est que peu à peu, le public commande lui-même son art. Œuvre intelligente et pleine d'esprit, mais aussi critique, qui explore les intersections entre la technologie, les données, les structures de pouvoir dans le monde de l'art. Elle utilise tout ce qui fait l'art numérique, les algorithmes, les systèmes en réseau, pour examiner la création de valeur, la paternité et la dynamique institutionnelle. Son œuvre expose les mécanismes qui sous-tendent la production culturelle, la réputation, l'influence, l'attractivité, la réaction du public. Elle combine des systèmes algorithmiques, mais aussi des stratégies participatives. Et le spectateur en sort, après avoir été participant, comme un sujet de réflexion. Je vous remercie m'avoir écouté, moi, beaucoup trop longuement, et je voudrais bien entendu saluer nos deux autres finalistes, Monsieur Thomas Markusson, que je remercie de nous s'être joint à nous et que je félicite, et dont je n'ai pas de doute qu'il aura une carrière magnifique d'artiste et qu'il nous continuera à nous réjouir, et Madame Justine Aymard, bien connue, très grande artiste également. Merci infiniment. Bien, quelques mots de remerciements, mais avant ça, nous avons un micro, donc si des personnes veulent poser des questions aux artistes, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de le faire. Voilà, on est entre nous, il n'y a pas de, il n'y a pas de gêne à avoir, n'hésitez pas. Oui. Good evening, happy to be here. Just wanted to ask one small question. What will be the next painting if we already have the most valuable one? I guess most valuable, it's also interesting because most valuable in what category, right? So like most valuable in terms of sales price, or most valuable in terms of cultural significance, or most valuable in like moving people in a particular way. So I think there's many categories when it comes to value,
And we are, in this day and age, sort of automatically trained to go to money as a sort of the capitalistic system we live in these days is just like we resort down to money straight away. But I think it's good to think about many different types of values. And then I also don't think it's a static thing, but it can change and it can also be very individual. Thank you. Thank you. Hello, it's Mr. Ron Chabot from Technicart magazine, Paris, France. We're very interested on art, and your work is really kind of a beautiful. And I'm wondering, for me, it looks like a psychedelism approach. Is it something, like neuronal connection, psychedelic narration? Are you working on this thing? Not exactly. I don't think I use that as reference. I think in the original formation of this like algorithmic system, it was more towards, it's a combination of like straight up formalism, like old school, plus some abstraction, trying to find something. But I would also say that the video and the display makes it way more contrasty and way more colorful than what they are on the, like in their native form on the website. It's something with the HDR video that just makes it very, very, very bright. So I would say not particularly, but maybe I should look into it more. Yeah. Congratulations first, both of you. It was beautiful. If it's constantly, whatever, always changing, was there an original painting? Was there an original point where, if I understood correctly, your art, little by little, it just evolves and the aim is only one? Was there a first one? And if so, how was it? Actually, in this situation, it started with 512 pieces. And then for every choice in this like narrative, one choice is removed and frozen in time, and then the remaining are updating based on this choice. So, but there was not a particular starting point. It was like those, like, I think there's 16 or 32 different types of compositions that the system can use. So it's something like that. So. Hi, I had a question for you, Thomas. How does what type of problems do the processors solve, and do they become more and more complicated? How do they respond to each other? I was very interested in how the processors work between them. The problems are actually very sort of basic because the processors aren't very powerful. They're just Arduino chips. So for those who knows that kind of programming, they're not they're very basic, but more importantly, they're exactly the same. So they're randomly allocated problems that are not super advanced, but because they are similar, it's going to be almost randomized between them. What could sort of determine one chip to be stronger than the other are things like maybe imperfections in the production of that particular chip, or it could be that the room is warmer on one side than the other, or other factors we don't know. But over a long period of time, that's going to result in one being more powerful. And in this artwork, you could see the traces on the table as the ball has left. It's going to be slightly thicker on one side than the other after a month of battle. And then you can see one chip is slightly more powerful. In terms of them getting smarter, now these chips are just crunching the numbers. Similar to how, I guess the big sort of server farms are just crunching numbers as well. And they're not trying to, be better at solving that particular problem. And those problems are hard to be better at as well. So it's basically just like a number crunching game between the two chips. Thank you. I also would love to ask a question to Thomas. Is it a perpetual movement, or is there one microprocessor that finally wins, both in your creation we've just discovered and also generally speaking, talking about our current era? Donc, c'est la question si il y a un processeur qui gagne finalement, et en cette œuvre, non. S'il y a un processeur qui gagne, c'est juste un reset, c'est game over, et il se redémarre pour une autre fois, pour encore se batailler. Et c'est pour ça qu'en anglais, on dit un zero-sum game. Donc, il n'y a qu'une qui gagne, mais c'est une lutte qui continue
perpétuité, oui, c'est ça. Et je crois que peut-être il y a un puce qui gagne 1000 fois dans ce jeu à Gand, en Belgique, mais ça veut dire rien en fait, parce que l'autre équipe va aussi gagner, donc c'est pas perpétuité. Voilà. Bonsoir. Mathieu Baudot, photographe et président de l'Union des photographes. Je suis enchanté par... c'est à vous, Thomas, pardon, que je m'adresse. Et je le fais en français parce que mon anglais est pitoyable. Il ne se résume qu'aux bars et autres lieux de perdition. Là où je voulais en venir, c'est sur votre œuvre. J'ai un peu compris la première question qui vous a été posée, la deuxième plus ou moins aussi. Vous parlez d'intelligence artificielle, ce qui m'intéresse beaucoup, puisque ça entre typiquement, enfin de manière frontale et forte dans toutes les œuvres, enfin en tout cas dans toutes les expressions artistiques que l'on peut connaître. Et la question que je me pose sur votre œuvre à vous, où vous disiez qu'il pouvait y avoir un reset des processeurs, est-ce qu'il n'y a pas de l'intelligence artificielle qui y entre et qui pourrait complètement modifier les processeurs entre eux, d'une part, et d'autre part, s'il n'y a pas, comme ce qui peut se passer dans toute technique, de, comment on dit ça en français, failure, enfin bref, que ça tombe en panne, hors service. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les billes prennent leur liberté? Qu'est-ce que vous avez prévu? Voilà, donc c'est une bonne question. Et non, parce qu'ils ne sont pas plus et plus intelligents. Donc, ils sont vraiment très basiques, les deux processeurs. C'est possible qu'un va être en failure et ça veut dire que la bille va toujours être dans l'autre côté. Il va être peut-être impressionné par l'autre processeur. Et vous avez aussi demandé s'il y a un message. Et pour moi, c'est plus intéressant juste parler de compétition entre les deux. Parce que pour maintenant, en ce moment, c'est qu'en compétition que l'intelligence artificielle se développe. C'est la compétition entre les modèles, OpenAI, Meta, tout ça, et aussi entre les nations, comme la Chine, comme les États-Unis, sur la guerre dans l'Ukraine, les autres modes. Et on peut se demander si ça, c'est la meilleure façon de développer intelligence artificielle, artificial intelligence, parce qu'avec les compétitions, ça veut dire qu'il y a un avantage pour un modèle, les va en prendre. Même si ça peut-être pas la meilleure chose à faire pour le développement pour tout le monde. Et ça, c'est une grande différence, par exemple, pour l'Internet, les 1990, que de développer plutôt comme infrastructure pour tous. Ça, la différence maintenant, c'est vraiment qu'une compétition qui s'est développée. Et je crois que ça, c'est plutôt le message. C'est une œuvre qui explore la compétition comme une manière de développer une technologie assez importante, qui va peut-être changer beaucoup de choses pour l'humanité. Voilà. Well done. I'm Marie Désert, I'm a French artist, and I would like to know why you have chosen to show 4 in front of 4 processors and not 1-to-1. Voilà, en français. Donc, la question c'était pourquoi j'ai choisi 4 matchs en total au lieu d'un seul. Et en fait, avec cette œuvre, on peut choisir beaucoup de façons de l'exprimer. Et la première version, je l'ai fait, c'était qu'un match. Et j'ai choisi 4 parce que l'espace dans l'exposition, c'était parfait pour 4 en fait. Mais je crois que c'est aussi la métaphore un petit peu sportif, comme un tournoi, c'est le quarterfinals, le demi-finale, etc. Donc, c'est presque comme une métaphore sportive aussi pour avoir plusieurs matchs en parallèle. Et ça, c'est un petit peu comme la naïveté de cette œuvre aussi, la simplicité, comme un jeu pour enfants ou un jeu sportif pour encore décider une technologie assez importante. Voilà. Just wanted to ask to Jonas, what are you working on now? What's the follow-on from your style and
I just opened a new work called Among the Living, which is a semi-permanent digital sculpture that is in Gothenburg in Sweden, which exists of 5 sculptures spread. It's a bit of a long story, but I will try to make it as short as possible. The different faculties of the Academy of Arts in Gothenburg are merging into one building in 3 years. While this process is going on, they were looking for a work that tries to connect these separate institutions together before. So I placed, it's called Among the Living because the protagonist of the work is an AI agent, which has been tasked with connecting students together across disciplines. And this agent has lots of different nefarious skills that it will use in this journey of connecting students and people. And it exists as 5 digital sculptures, physical sculptures, in each of these institutions, like the School of Fine Arts, the School of Design, the School for Stage and Music, the School for Craftsmanship. And that's a project that will run for the coming 3 years. And then I work on a bunch of other stuff. But I think that's the most recent, yeah. I have another question to both. AI is data. Data is past. So creativity is future. How do you include creativity in AI, basically? Okay, I have many opinions. I think Adam Curtis recently talked about AI as ghosts from our past, which I think is really accurate. It's like it's predicting next words in a sequence based on past data. I don't think AI in itself has any creativity, like nothing. It's more like randomly deterministic, right? Like if one knows more technically, like when you're talking to a large language model, there's this temperature control that as a number from 0 to 1. And if you put this to 1, you will get the same output every time. If you prompt it exactly the same, so it's a completely deterministic model. And then it just adds randomness. Is it going to take the first word or the third word in this probabilistic search, right? So I think in that space, there's no creativity, but one can still be surprised of output, and one can still use it for creative purposes, but you need human agency in that, I would say. And I think it's still very interesting space to explore in terms of this. I think in the relation to the work in Sweden, the AI agent, it has lots of skills that I have programmed into the agent, but it still needs a conductor or a director, which in this case is me, to control what it's gonna do in order to like frame it in a certain way, to basically like also to drive the unexpected nature in some sense. So yeah, I agree with Jonas that I don't think artificial intelligence has innate creativity by itself. And how it's going to be in the future is a very good question. But I think there's going to be a demand for like, good artistic qualities, because otherwise everything will start looking the same and people have a thirst for something that is different. And I think that's where human input will always be very valuable. And we shall see what happens, because, even now we're getting flooded with like, images everywhere that are very impressive. But if everything starts looking the same, like, people are naturally gravitating to what's different. And yeah, that's what I think we're going to be still contributing a lot to the art world, even though AI is going to be a constant factor there. Quelques mots de remerciement, d'abord aux artistes pour leur présence et leur œuvre, qui nous montrent que la science et la technique sont à travers eux au service du sensible et d'une expérience intime du vivant, encore une fois. Merci à Gilles Étriard et à sa fondation, qui donne une nouvelle opportunité aux artistes de faire évoluer leur art, ce qui est très précieux pour les artistes.
Et puis un remerciement très spécial aussi à Raphaël Saboureau, directrice de la communication à la Fondation, et Hermine Vidot, directrice de la communication et des prix à l'Académie des Beaux-Arts, qui nous ont grandement aidés à l'organisation du jury.